à l'émission À la Une sur THM, la télé à votre image. Alors, l'émission À la Une, comme vous savez, c'est une émission que j'anime en compagnie de Pierre-Michel Bolivar. Pierre-Michel, bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, Linda. Et c'est chaud quand même aussi dans l'actualité, hein? Très chaud dans cette actualité. D'ailleurs, les gens se demandent probablement et assez souvent pourquoi il n'y a que de mauvaises nouvelles. Ben parce que c'est comme ça. Mais moi, je pense pas qu'il y a que de mauvaises nouvelles. Je pense qu'on a tendance à s'attarder sur les mauvaises nouvelles. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Le fait qu'on soit en santé, on a dit aujourd'hui que la croissance économique au Canada a boosté de 56%, les gens commencent à retourner au travail, même si le prix de l'essence est en train de gonfler et le prix du panier d'épicerie, tout le monde l'a vu, il y a une grosse différence quand on arrive à la caisse. Quand on arrive à la caisse, il y a une grosse différence. Et sur un sujet dont on va peut-être en discuter plus tard, qui a rapport au salaire, enfin bref. Oh oui, c'est ça. Mais c'est ça. On a beaucoup de choses qu'on veut discuter aujourd'hui. Peut-être qu'on aura des invités, parce que vous savez qu'on est en période d'élection, élection un peu partout, élections municipales ici au Québec, et il y a aussi des élections aux États-Unis. Comme vous savez, aux États-Unis, on élit tout le monde, même le shérif. Même le juge de paix. Le juge de paix est élu. Donc alors, si on a la possibilité, on va se rendre du côté des États-Unis. Mais avant d'aller là, beaucoup de sujets dans l'actualité, mais aujourd'hui, il y a une décision qui a été rendue par la Cour supérieure à propos du cas Mike Ward versus Jérémy Gabriel. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était quoi un peu cette histoire-là. Et là, je vais aller droit au but. C'est que une question de discrimination, une question de c'est préjugé. Bon, en fait, c'est tout ce que tu dis, mais un petit peu plus précis. En fait, Mike Ward, la plupart des gens le savent que c'est un humoriste québécois qui a fait une joke. Mais la blague en tant que telle, c'était, il y a des gens qui le considèrent comme des vaches sacrées, des intouchables. Et il a parlé de Jérémy Gabriel qu'on voit ici à l'écran à gauche. Jérémy Gabriel, c'est qui? C'est un jeune qui a un handicap physique et cet handicap a déformé un petit peu son visage. Mais par contre, il a su surmonter son handicap. Il a même chanté pour le pape quand c'était venu visiter ici au Québec. Donc alors, il a fait une blague sur Jérémy Gabriel. Bon, pour te dire, je ne sais pas c'est quoi la blague. On me l'a expliqué, je ne l'ai pas trop bien compris. Comme je te dis souvent, il n'y a pas beaucoup d'humoristes québécois qui sont capables de me retirer un sourire. Mais l'idée, c'était la liberté d'expression versus la discrimination. Donc, en fait, ce que Jérémy Gabriel reprochait à Mike Ward, c'est que sa blague, qui a été répétée plusieurs fois, qui a été retransmise plusieurs fois, aurait porté atteinte à sa réputation, qu'il est discriminé, que la blague, en fait, c'était parce qu'il était un handicapé. Un handicapé, oui. Exactement. Donc, alors, il y a une première décision qui a été rendue où on avait donné raison à Jérémy Gabriel. On avait condamné Mike Ward à payer 35 000 $ en dommages. Par contre, il a porté la cause en appel. Et justement, cette cause a été portée en appel par un de tes bons amis, M. Julius Gray, qui représentait Mike Ward. Je pense qu'on a des images de M. Julius Gray qui était dans une entrevue en train d'expliquer un petit peu la situation. Mais si possible, on les verra après. Mais c'est des images passées un peu. Donc alors, c'était quoi tes impressions quand tu as entendu ça? Enfin, je me dis qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait qu'on lâche prise un peu là sur certaines choses. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vouloir qu'il y ait la liberté, que les gens puissent s'exprimer et quelque part plus loin, on veut le contraire de ça. Et moi, je dis que c'est impossible. Il faut qu'on s'entende finalement dans la société. Qu'est-ce que c'est que discriminer? Jusqu'où? Hein? La ligne
qu'il ne faut pas traverser. Mais toi, est-ce que tu es d'accord avec la décision du juge? Mais c'est de justesse, hein? On parle 5 Oui, c'est juges contre 4, c'est ouais, ça. 5 contre 4. Oui, donc, toi, moi, est-ce que tu penses que les juges oui. ont raison? Moi, je pense que oui. Tu penses qu'ils ont raison? Oui, OK, mais écoute, par contre, dans la décision qu'ils ont rendue, ils ont dit que ce n'est pas un cas de discrimination, c'est un cas de diffamation. Pour moi, ils ont quand même laissé la porte ouverte. S'il a encore de l'argent, il peut continuer et puis porter peut-être à la Cour suprême. Exactement, changer. Mais écoute, moi, personnellement, je sais que probablement tu vas être surprise de penser que j'abonde dans le sens des juges. Pourquoi? Parce que il y aurait eu jurisprudence, et s'il y aurait eu jurisprudence, n'importe qui n'aime pas les blagues aurait pu dire... Et tu as tout compris. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, parce que, oui, il faut qu'il y ait des balises dans notre société, mais des fois, je pense, et je vais aller droit au but, on pousse la barre trop. On a l'épiderme trop sensible. Oui, c'est ça, parce que, écoute, quand des fois les Noirs se plaignent de certaines blagues, on ne se plaint pas de la blague parce que... Bon, écoute, moi, très rarement, je vais me plaindre des blagues que... Il y a des choses que les gens disent qui sont carrément racistes, discriminatoires et tout ça. Mais il y a il faut voir le contexte et comment c'est exprimé. Bon, tu sais, il y a le tollé avec Dave Chappelle. On en est à la 3e semaine et ça n'arrête plus. Et malgré tout ça, Dave Chappelle a loué le Centre Scotia à Toronto. Les billets se sont vendus en moins que 2 heures. Donc, ça veut dire que ça n'enlève en rien de sa popularité. Moi, moi, le problème que j'ai, je vais t'expliquer c'est quoi mon problème. Mon problème, ce n'est pas le fait que bravo pour la liberté d'expression. C'est que la liberté d'expression, pour moi, dans la société que nous vivons, est un peu à sens unique. Parce que si on est d'accord que Mike Ward avait le droit de faire cette blague, je veux savoir pourquoi on avait refusé à Dieudonné l'accès au Québec quand il voulait faire son spectacle. Voilà, parce qu'il attaquait une certaine communauté. Exactement. Il y a toujours des intouchables. Et voilà, ça reste... Et bien voilà. Donc ça fait que nous devrions, en tant que société, et c'est pour ça que je dis devrions mettre les points sur les i, les barres sur les t, les accents circonflexes là où il faut les mettre, tout en évitant d'amalgamer, tout en évitant de mélanger la chèvre et le chou. Oui, c'est ça, parce que les gens... écoute, pour moi, c'est très clair comment on représente la liberté d'expression. On te dit, tu as le droit à ton opinion, tu as le droit de dire ce que tu veux, mais il ne faut pas que tes propos incitent à la haine et à la violence. Je pense que c'est... écoute, il y a d'autres choses. Il ne faut pas que tu attaques la religion de quelqu'un. Il ne faut pas que... Comme il y a eu cet entrefilet que j'ai vu dans les médias, un groupe de jeunes en Australie qui ont gagné un espèce de concours de costumes. Et qu'est-ce qu'ils représentaient dans le groupe qui a gagné, c'est le groupe des terroristes. Et qu'est-ce que c'était le costume? C'était des gens habillés en tenue arabe. Donc, ça c'est discriminatoire. Ça, c'est carrément attaquer une communauté. Parce que les terroristes, ils sont de toutes les communautés, ils sont de toutes... tu comprends? Et on a toujours tendance à pointer du doigt les Arabes dès qu'il s'agit de terrorisme. C'est-à-dire, on demande toujours, il est de quel pays, il est de quelle nationalité. Et comment on va comprendre ça? C'est lorsque, et on va le voir de façon claire, c'est lorsque le terrorisme est local. Lorsque, par exemple, c'est un Canadien qui commet un acte. Lorsque c'est un Américain qui va faire des grabuges chez lui, on en entend moins parler, on fait moins de bruit, on fait moins de une dans les médias, on fait moins d'émissions parce que celui qui pose l'acte terroriste entre guillemets, est un Américain d'origine, un Américain de souche. Voilà. Timothy McVeigh, on n'en parle pas beaucoup, mais le gars, il a quand même fait sauter un immeuble fédéral où il y a eu des Oklahoma. Donc, à Oklahoma, écoute, je me rappelle encore, là, j'étais très jeune quand c'est arrivé, mais mon Dieu, quand tu voyais des gens, parce qu'il y avait une garderie au rez-de-chaussée de cet immeuble. Donc, c'est un Américain de
de souche, comme on dit. C'est ça. Et bon, c'est ce qui est arrivé. Bon, que veux-tu? Donc alors, liberté d'expression, donc les gens comme Dieudonné et moi, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, on n'a pas le droit de faire certaines blagues, mais les autres ont le droit de faire ça. Bon, écoute, on espère par exemple, qu'avec cette décision... Éric Zemmour a le droit de Éric se foutre de la gueule de n'importe qui. N'importe qui. Jusqu'à ce qu'il se porte candidat. C'est ça, Éric Zemmour a le droit de dire ce qu'il veut, mais pendant ce temps, tu n'oses pas dire que, bon, par exemple, je ne sais pas c'est qui était dans une émission qui essayait d'expliquer que les gens, ils mettent beaucoup l'emphase sur l'antisémitisme. Antisémitisme, mais pendant ce temps, on ne veut pas admettre la discrimination systémique, le racisme systémique qui existe en France, dans les pays comme le Canada. On ne veut pas admettre ça. Non, ça n'existe pas. Et puis, comme on nous dit souvent à nous, les Noirs, get over it. L'esclavage, c'était il y a 200 Arrêtez de parler de ça. Etc. Et c'est tellement... Maintenant, ils ont presque réussi parce qu'il y a même des gens qui sont des communautés de notre communauté, d'autres communautés, qui répètent exactement. Arrêtez de parler de votre passé, arrêtez de parler de Dessalines, arrêtez de parler de Christophe. Ces gens-là, ils ne sont plus là. Faites maintenant des choses. Oui, je comprends. Mais en même temps, si on oublie ce passé-là, et ce passé-là, pourquoi il existe, c'est parce qu'il y a eu quelque chose dans ce passé-là qui a fait du tort, qui a fait du mal, la déportation, la vente de ces êtres humains et la colonisation. Non, mais écoute, il y a pour ceux qui étaient présents sur les bancs d'école, parce qu'il y a des gens qui sont là de corps, mais qui ne sont pas là d'esprit, il y a ce qu'on appelle le passé. Il y a le passé, donc ça reste dans le passé, mais il y a le passé historique. C'est un passé historique. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a des répercussions. Quand on parle aux États-Unis, c'est très clair, la discrimination qu'il y a eu à l'embauche, la discrimination même là où il fallait que tu habites. Même au niveau des prêts qu'on te faisait à la banque, on leur avait promis 30 acres de terre et un âne. Ils n'ont jamais eu ce 30 acres de terre et un âne. Et encore, il y a eu cette décision en Californie récemment où on a redonné des terres à une famille noire parce qu'on les avait dépossédées. Ils avaient eu ces terres qu'ils avaient achetées légalement, mais c'était un terrain près de la mer. On les a chassés. On les a chassés, la ville de Rosewood. Donc, il y a tout ça. En tout cas, bon, écoute, que veux-tu? Donc, c'est la décision, en gros, la liberté d'expression a gagné. Et j'espère que cette liberté d'expression va s'appliquer à tout le monde. Va s'appliquer à tout le monde et qu'on ne choisira... Parce qu'il y a c'est l'hypocrisie, il y a une sorte d'hypocrisie aussi, c'est qu'on ne choisira pas certains dossiers au détriment d'autres dossiers. Ben, écoute, on va arrêter ça là parce qu'il y en aurait trop à dire. Donc alors, cette semaine... Qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant cette semaine? Dans l'actualité, c'est la présentation du nouveau cabinet. La présentation du nouveau cabinet, OK. Du nouveau cabinet du chef du gouvernement canadien, Monsieur Justin Trudeau, qui a une fois de plus présenté, parce qu'on était en élection il n'y a pas longtemps. Ouais. On a l'impression d'oublier ça, mais ça passe tellement vite, mais on était en élection, il fallait, attendre un moment, la rentrée, etc., pour relancer les... Oui, mais pendant que tu parles de ça, qu'on a dû attendre un moment, c'est quoi ta théorie par rapport au fait qu'il a fallu qu'on attende un moment? Bon, parce que il y a des moments, il faut que ça soit solennel, on ne peut pas faire ça. C'est pas comme... on sort de l'élection et puis voilà, et puis on... Non, il y a un moment pour faire ça. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, mon cher. Il semblerait que le fait qu'il ait attendu avant de dévoiler le cabinet, c'est une question pécuniaire. Pas pour lui, mais il y a une de ses anciennes députées qui était à son deuxième mandat. Donc, comme tu sais que ici au Canada, si tu as 2 mandats, automatiquement tu es éligible pour une pension fédérale qui se situe dans des montants que... 5, qui dépassent les 5. Oui, exactement. Bon, c'est un petit, je pense, dans le cas du fédéral, c'est un petit 70 000 par année. Tu comprends, tu fais rien, puis tu as ton petit 70 000 par année. Écoute, ne répétez pas ce que je viens de dire parce que ce n'est pas vérifié. Donc,
je crois que c'est Mais c'est dans ces eaux-là. exactement. Bon, alors, si il avait annoncé le cabinet quelques semaines avant ça, cette personne-là ou ces personnes-là, parce que je pense qu'il y en a 2 ou 3 dans le groupe qui ont perdu leurs élections, ils n'auraient pas pu avoir droit à cette pension. Eh bien, c'est ça que je te dis, il y a des stratégies à adopter. Donc, c'est pour ça aussi, mais c'est pour ce que je viens de dire tout à l'heure, parce qu'il y a un moment pour faire ça aussi. Donc, et puis, quand c'est commandé par des situations comme celle que tu as évoquées tout à l'heure, mais c'est comme ça. Okay. On est de la famille quand même. Là, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu retires de cette image du cabinet en gros? Plein de choses, deux ou trois trucs importants, genre le fait que par exemple Mme Mélanie Joly soit devenue ministre des Affaires étrangères, c'est un gros poste. OK, alors qu'elle ait pris du galon. Oui, qu'elle ait pris du galon. Donc ça veut dire qu'elle est à son 3e mandat. À peu près, oui. Elle est arrivée au même moment que la première équipe. Oui. Ouais, elle est arrivée. Donc c'est 3e élection. C'est 3e élection. C'est que ça fait son 3e. Ça fait son 3e ministère. Ça fait 3e ministère et elle est la 5e personne. Si je ne dis pas de bêtises, je pense... Non, elle est la 6e personne à occuper ce poste en 6 ans. Okay. 6e personne à occuper le poste de ministre des Affaires étrangères en 6 ans, parce que c'est la 3e fois que le Justin Trudeau va diriger le gouvernement du Canada. Okay. 3e fois. Mais selon toi... Et puis, il n'y a pas que Mélanie Joly. Non, mais attends. Oui. Avant d'aller à une autre personne, ce que j'aimerais savoir, c'est parce qu'on va y aller, parce que c'est sûr que c'est un cabinet quand même qui a 38 ministres. Donc, on n'a pas le temps, on n'a pas la possibilité. Écoute, c'est pas nécessaire non plus qu'on les fasse un à un, mais il y a certaines nominations. Certaines figures qui méritent qu'on s'attarde là-dessus. Bon, alors, tu as parlé de Mélanie Joly. Donc, Mélanie Joly, pour toi, est-ce que tu crois qu'elle serait en mesure de remplir la tâche? Parce que le ministère des Affaires étrangères, c'est du lourd. Non, c'est du lourd. C'est du lourd. Est-ce qu'elle est en mesure, en tant que Mélanie Joly, je ne remets pas en doute ses compétences, parce c'est une avocate, mais qui n'a peut-être pas encore fait ses armes comme avocate, parce qu'elle elle venait d'être... parce qu'il ne faut pas oublier que Mélanie Joly était candidate pour devenir mairesse de Montréal. C'est après cela... qu'elle a pris goût encore et puis elle a décidé d'aller ailleurs. Bon, bref. Oui, pour répondre directement à ta question, les dossiers qu'elle avait été appelée à mener ne plaident pas en sa faveur. Mais par contre, elle s'est rachetée dans le... Pour les ministères qu'elle a occupés. Oui, mais pour les derniers dossiers, quand elle était aux langues officielles, elle a quand même fait un bon coup pour la réforme sur les langues officielles. C'est un bon point pour elle parce que même le Québec a rien trouvé à critiquer dedans. Donc, si le Québec a rien trouvé à critiquer, on peut dire que c'est un home run, comme on dit au baseball. Elle passe du ministère du Développement économique et des langues officielles au ministère des Affaires étrangères. Donc, elle est galonnée là maintenant. Oui, mais c'est ça parce que, écoute, on parle des États-Unis et de la Chine. Là. Oui, non, mais c'est-à-dire, elle est désormais la figure du Canada à l'international. C'est-à-dire, c'est pas... Oui, c'est une jolie figure, mais... que, parce que vous savez, la Chine, écoute ce qui s'est passé dernièrement avec les 2 Michael, souvent on dit on ne veut pas négocier avec les terroristes, mais il a fallu négocier avec la Chine quand même pour pouvoir rapatrier ces 2 personnes qui ont été accusées de trahison. Si vous ne négociez pas avec la Chine, vous allez attendre. C'est ça. Puis avec les États-Unis aussi, bon, avec Trump, ça n'a pas bien marché. On ne sait pas, bon, Biden vient d'arriver. Mais tu vois, Linda, par rapport à ce dossier-là, et je crois que
le père du Premier ministre actuel doit se retourner dans sa tombe. Tu crois? Oui, parce que lui, il avait affiché une certaine indépendance lorsqu'il s'agit de faire parler le Canada à l'international. Non, mais l'affaire, c'est que, écoutez, là, les gens Tandis que son fils, non, mais on a l'impression qu'il est à la remorque non, mais c'est parce que les gens de notre puissant voisin. Oui, c'est ça, mais les gens semblent oublier que Pierre Elliott Trudeau était un politicien chevronné, alors que son fils, c'est un dauphin, c'est un baby doc. Tu comprends? Donc, J'aime ça. donc ça veut dire que il avait beaucoup à prouver. Mais écoute, premièrement, même si tu regardes son CV, avant qu'il devienne Premier ministre du Canada, il n'a occupé aucun poste politique. C'est un CD, un CV, j'ai dit un CD, mais excusez, pardonnez-moi ce lapsus, c'est un CV assez... Oui, non, mais c'est un bon CV, tu comprends? C'est comme au niveau, quand on parle de scolarité, il a quand même une scolarité qui est quand même assez respectable et tout ça. Mais par contre, quand on parle de vécu, quand on parle au niveau politique, parce que quand on parle de politique, la politique, c'est pas seulement, je dis pas que, oh non, il aurait fallu qu'il soit député ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais occupé aucun poste politique, aucun poste où il aurait... Donc il a dû faire ses armes. Il a dû faire, écoute, il est quand même bien entouré, parce que bon, n'oubliez pas que... Le Parti libéral, c'est une machine redoutable. Exactement, donc il y a tout ça, parce que quand tu parles de Mélanie Joly, on sait très bien que le papa de Mélanie Joly, c'est lui qui a dirigé la machine qui a mis Justin Trudeau là où il est. Donc et puis ce sont des amis d'enfance aussi. Exactement. Justin et Mélanie. Donc c'est ça. Donc, alors pour Mélanie Joly, bon, c'est un peut-être, on va voir qu'est-ce que ça donne. Pour moi, la nomination sur laquelle j'aimerais m'attarder, c'est bien sûr Anita Anand qui va à la défense en remplacement de Harjit Sajjan. Harjit Sajjan, bon, c'est cet ancien militaire, ancien policier qui était à la défense, monsieur qui s'est assis sur le dossier de discrimination sexuelle de l'armée sur presque 2 ans. Donc pour moi, c'est une personne qui n'aurait pas dû être là comme ministre. On aurait dû carrément se débarrasser de lui, mais il a un ministère, je ne sais pas lequel, ça ne m'intéresse pas. Mais maintenant, on a remplacé monsieur Harjit Sajjan par Anita Anand, qui est à la Défense nationale. C'est quand même gros, c'est un gros ministère, c'est un gros budget. Donc ça, c'est des ministres poids lourds, c'est-à-dire lorsque tu es à la Défense, lorsque tu es aux Affaires étrangères, lorsque tu es un ministre intergouvernemental, c'est les relations entre les provinces et le fédéral, c'est des poids lourds. Lorsque tu es ministre des Finances, c'est des ministères, on va dire... Vous êtes des poids lourds. Oui, et qu'est-ce que... parce que oublie pas qu'elle aussi, c'est elle qui avait géré le dossier des vaccins. Donc, quand même, on a fait bonne figure. Donc, il n'y a pas eu de... Au contraire, on avait même un surplus de vaccins. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Ça a quand même été assez rapide. Pour moi, écoute, pour avoir moi-même été vaccinée, je trouve que c'est quand même assez bien organisé. Donc, tout ça quand même, je trouve que, on ne sait pas, une femme à la Défense nationale, donc la sensibilité féminine. Ouais. Mais il faut ça un jour. Il faut ça, parce qu'il ne faut pas oublier que, enfin, de mémoire, le Canada n'a eu qu'une seule fois et pour un court laps de temps, une femme comme chef de gouvernement. Hein. Oui, c'est ça. C'est Madame Kim Campbell. Kim Campbell qui a... Le Québec l'a eu, le Canada l'a eu, fait que c'est ça. On l'a fait avant les États-Unis. Ah oui, absolument. Même si c'était bref. Mais c'était là. C'était là. Exactement. Hein? La régie vient de me faire signe que nous avons avec nous en vidéoconférence notre collègue. Oh, il est au téléphone. OK, alors il est au téléphone. On a notre collègue Shannon Eret qui est en direct de Atlanta, Georgie, aux États-Unis, qui va avoir une petite conversation avec nous sur eux autres aussi, comme on l'a dit tantôt, ils ont des élections. Alors Shannon, comment ça va? Salut Linda, salut à toute l'équipe
de la THM, toujours une petite difficulté pour moi gagner abréviation. Si vous voulez dire avec nous, attendez-nous là, je crois que c'est quand même bien pour moi participer dans l'édition ça à faire. Donc, alors, je merci de nous accorder du temps. Je connais que, ou même bon côté partout, une station à gérer Haïti on demand. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, ou connaît nous-mêmes, nous travaillons avec tout le monde, n'est-ce pas? Mais ça, c'est sûr. Et moi, ils sont fanatiques. C'est ça. Mais oui, ça aide. Donc, alors, Chenet, en gros, parce que je sais que toi, tu navigues entre Georgia et le Massachusetts. Est-ce que vous êtes capable de faire nous un petit résumé de qui ça a passé mardi qui a venu là? Est-ce que la communauté haïtienne est impliquée dans le processus là? Est-ce que il y a des Haïtiens qui ont présenté mardi? Parce que je crois qu'il y a quelques Haïtiens au niveau de la mairie à Boston qui sont capables de dire nous de tout ça. Bon, pour élection qui va être faite là, je crois que général élection, c'est pour le 2 novembre. C'est déjà fixé. Pour tu approuver à 6h30 sur une zone à l'est des États-Unis. La fermée à 7h30, c'est à partir de là, il va commencer à compter. Mais je dis, nous ne va pas réellement garder Boston parce que nous avons quelques jours, nous n'avons pas réellement suivre l'activité non plus côté Atlanta pour nous dire que assurance c'est deadline pour ça ne parle de early voting. Monde qui a pas déposé bulletin avant. Et très malheureux, nous n'avons pas gagné haïtiens qui commencé à intégrer dans la bataille. Peut-être ça te fait quelques dizaine d'années de cela. C'est un haïtien qui était entré dans le poste en state représentatif. Mais simplement, le week-end dernier, là, nos communautés haïtiennes avec leader, surtout Chambers, association avocats, étaient gagné un très bon panel qui nous a eu des town hall meetings. Côté que nous avons gagné 3 candidats qui rapprochaient beaucoup plus de situation locale, puisqu'ils nous parlaient de questions locales, nous parlaient de questions d'immigration. Moi-même, Haïtien Demain était là pour nous être capables réellement faire vivre belle rencontre qui était bien à chaque candidat, qui était apport, qui savait qui savait compter faire. Si toutefois il est arrivé, il y a une chance pour le gagner, là, dans un poste, c'est poste City Councilor. Alors, Linda a aidé moi avec le conseiller, c'est l'homme du City Councilor, ici, c'est comme ça, nous en anglais. Et puis, nous avons un commissionnaire tout, et puis, Labor, question de travail là, un jeune William, un Bobby, monsieur qui déjà gagné pendant 2 fois, et monsieur garantit, question de travail là, comment on peut le faire pour améliorer. Je pense que pour question magistrat, c'est bien M. Reed. Nous connaissons qu'il était déjà dans le poste, déjà, malgré que nous connaissons qu'il était des petites difficultés avec surtout façon M. était censé gouverner ville là, pas gouverner ville là, magistrat et c'est ville là marché. Et finalement, il semblait qu'il y avait plusieurs supports ensemble avec en série de gros monde. Par exemple, monsieur ramassé près de 2,8 millions de dollars pour campagne. Et ça a déjà, monsieur, a un avantage. Côté que le 2 novembre, nous allons gagner 3 candidats qui pourraient aller pour poste magistrat. C'est d'abord Dickens, moi et monsieur Reed, les mêmes, selon plusieurs monde qui pensaient qu'ils sont capables de réellement reprendre contrôle. La communauté a réellement agrandi, puisque les étaient rentrés dans Atlanta, nous sommes, je ne sais pas, tellement en ville, ou même tout Linda, qui était tellement content, mais nous avons grandi tellement jusqu'à ce que nous sommes capables de dire, actuellement, nous avons près de 60 000 Haïtiens qui ont enregistré qui ont droit de vote. Ça a été montré tout dans le dernier 2 classes Sénat, qui a changé la Chambre dans le pays États-Unis. Donc, on est que c'était haïtien surtout, puisqu'il était simplement fait autour de 50 000 de plus et qui étaient remporté avantage à sous-républicains. Ça veut dire que les Haïtiens ont réellement intégré dans la bataille-là et nous-mêmes tenons là à notre chiffre de près. Alors, Chenet, c'est Pierre-Michel Bolivar. Très content de parler avec vous aujourd'hui.
Mais qu'on est généralement on dit que les États-Unis sont toujours en élection, on le sait, tout le monde doit être élu, le juge, le shérif, etc., etc. Est-ce que c'est aussi divisé, aussi enflammé les élections des gouvernements locaux, genre les municipales? Est-ce que c'est toujours même haine, les couteaux volent bas? Est-ce qu'on assiste au même scénario que quand il s'agit des élections à l'échelle nationale pour la Maison-Blanche? Pierre-Charles, salut encore, ça fait longtemps, toujours chez vous. Nous tombons d'accord que les élections nationales, budget les plus, ou jeune plus télévision, tu as parlé de ça. Élection de novembre, nous connaissons surtout qui gagnent, par exemple, des postes city councilor. Il y en a plus qui ont regardé ces questions gouverneur. Je ne sais pas quoi que gouverneur Atlanta lui-même dans l'élection, mais surtout magistrat qui quand même baillent un poids, mais nous, il n'est pas dans le niveau national, tant aussi n'a suivre l'élection présidentielle, côté que nous connaissons la majorité de radio et télévision branchées. Mais moyennant, nous connaissons question de vote là, important puisque question, ça a parlé de racisme, de façon, il n'y a pas de bail, surtout africains-américains, noirs, droit de vote, il crée quand même ils ont intérêt avec presque tout le monde pour nous être surveillés. Et ça, ils ont pleure pour montrer qu'ils n'ont pas d'ouvert la caille. Et c'est ça que fait un peu le candidat. Ils cherchent même dans les médias locaux pour faire voir passer et attendre à ce que mon Dieu va répondre surtout demain, le 2 novembre, mardi, pour être capable de faire vote et nous-mêmes nous l'avons fait. Ok, alors, Chenet, vous mentionnez un bail qui est très très important là, qui est le droit de vote. Nous connaissons plusieurs rumeurs par rapport à changement que l'État va faire au système de vote, au niveau des pièces d'identité qui doivent être présentées pour confirmer qu'on a un droit de vote. Il y a un peu de monde qui était soulevé comme ça, donc Stacey Abrams. Est-ce que... comment Mounio a réagi par rapport à Jean-Bayo a évolué là dans le moment ça? Ouais, de toute façon, Abraham était un monde clé. D'ailleurs, il était un moteur pour non seulement pour la zone Georgia, plus précisément Atlanta, mais et surtout pour tout côté qui gagne démocrate, puisque ça fait longtemps moyen de système pour Mounio voter. Il était bataille pour changer ça. Nous avons suivi dans la campagne présidentielle là, qui finalement, depuis après Bill Clinton, nous connaissons le Biden gagné et zone ça réellement, c'est une zone qui est toujours réservée pour les républicains, malgré que noyau pour un pile, parce que l'on parlait de Georgia, on parlait des tas de Martin Luther King, bon travail qu'il a fait dans la question ségrégation, raciste, tout ça. So, travail là, puisque nous ne connaissons pas trop longtemps, nous sommes dans l'élection présidentielle qui était en comptage serré, et Georgia, après Lyon, État, nous croyons que décréter en poupe, puisque Stacey continue de travailler là, et malgré que nous votions façon APC fait pour nous pas gagner accès à vote, peut-être ça va avoir un effet dans à la présidence, peut-être, mais c'est sûr que moyen early vote, ça nous les voter avant eux, monde qui a demandé pour envoyer les bulletins à la caillou, c'est toujours même machine ça, campagne ça qui continue de gagner ici là, on nous attend à ce que c'est le 2 à 6h30 pour nous faire voir nous passer gâteau déposer bulletins et ceci ça a beaucoup affecté avec nouveaux changements peut-être qui va le gagner dans le vote de façon, il va laisser limiter. Mais on pense que c'est un bagage qui est très concerné. Et puisque le droit de vote là, c'est ça qui est important pour chaque monde capable de dire ça a voulu, ça a pensé, à partir d'un candidat qui a voulu. Les républicains eux-mêmes, ils pensaient que là, on prend tout le monde à venir, qui n'est pas qu'on a dit voter, il doit voter, c'est sûr qu'il va avoir des chances. Je crois que tout le monde en alerte, ça c'est sûr. Motivation a fait, campagne a fait.
Maintenant, nous avons des chances de participer dans quelques réunions avec dernière motivation qu'a faite pour que nous ayons assez de monde qui sont censés aller combilquer depuis 6h30 en mardi et nous suivre de près. Fichenet, en fait, merci d'être nos yeux et nos oreilles là-bas aux États-Unis. Probablement semaine prochaine, s'il y a possibilité, peut-être que nous allons parler de résultats ensemble. Tout à fait. Et nous avons gardé nous surtout sur zone magistrat, puisque c'est lui qui peut dire un remplacement. Et nous dit que Atlanta semblait capable d'avoir un yeux qui fixé sur l'ancien magistrat qui a été élu en 2010-2018. Quoique n'a parlé surtout de Reid qui gagne une chance pour les capables de répéter. Et pour ajouter tout, il y a un incumbent quand les gens y ont placé lui, peut-être c'est pas officiellement un bureaucrate là, on a parlé surtout de Madame Sarr, Madame Moore, qui les même tout pesait très fort dans le ballon là, dans façon pour capable de venir magistrat. On a suivi de près et dès que les résultats sont tombés, c'est sûr que ou bien on a communiqué par social media ou bien l'autre semaine nous avons capable beaucoup plus de détails. Merci beaucoup Chenet. Alors, mesdames et messieurs, c'était Chenet Néret en direct d'Atlanta, Georgie, aux États-Unis. Chenet Néret qui est le PDG de Haïti On Demand. C'était une petite brève au niveau des élections. Un petit aperçu de ce qui se passe en termes d'élections de gouvernements locaux aux États-Unis, en Georgie particulièrement. On revient dans l'actualité chez nous, Linda, on continue de parler du cabinet, oui. Marcy Yen. C'est Marcy Yen. Oui. Marcy Yen, en fait, qui est-elle? Je crois qu'elle est née en 1969, tout ça. C'est une ancienne journaliste de CTV. Elle est noire. Donc, elle est mariée, elle a 2 enfants. Donc, tout ça, c'est un petit peu la petite histoire. Donc, alors, Marcy Yen, qui est devenue ministre de la Condition féminine et de l'égalité des genres. Moi, je trouve que ce parcours est quand même... Je trouve que c'est un beau parcours. Hein? De plus en plus, on voit des journalistes qui font le saut en politique. De plus en plus, oui. Et on voit qu'ils quand même, ils font bonne figure. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah ben oui, parce que c'est des gens qui... Parce que la politique, c'est beaucoup de communication. Hein. Mm-hmm. C'est énormément de communication. Et lorsqu'on est journaliste et qu'on va là-bas, on a déjà une longueur d'avance sur plein d'autres gens. Ouais. Parce qu'on est des gens de communication, on est habitués. Donc, souvent, il y a Vincent Marissal, par exemple. Oui, de Rosemont. Il est député de Québec solidaire. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu énormément de conversations, de discussions sur la politique, mais à tous les niveaux, à tous les paliers, municipal, provincial et fédéral, mais qui est allé en politique. Donc, M. Marissal ne peut pas. D'ailleurs, qui était venu ici. Qui était venu, oui, que j'avais invité, que nous avions invité. Non, il y a des gens qui sont passés sur le petit plateau ici. Là. Ah, mais absolument. On a fait venir M. Marissal ici. Et puis... On n'a pas un plateau tournant comme CNN, mais ça a tourné par ici. Ça a tourné par ici, comme on dit. Alors, oui, qui est en politique, il y en a plein. Hein. Il y en a plein qui sont devenus des politiques par après et qui font bien parce que cette longueur d'avance en communication, ça aide beaucoup. Mais ça aide énormément. Je l'ai vu à quelques reprises, parce que moi je l'ai vu quand elle était journaliste à CTV, elle était plus lectrice de nouvelles et tout ça, mais je l'ai vu dans des émissions, dans des panels où justement, il faisait ce que nous, on est en train de faire en ce moment. Et elle a passé plusieurs émissions dans une émission qui s'appelle... The Social. Donc, ils vont souvent se baser sur des choses qui se passent dans les médias sociaux et faire des commentaires. C'est assez diversifié comme plateau. Et ces interventions étaient toujours juste précises et intelligentes. Oui, et puis il y a le fait que être journaliste, ça aide, mais il y a aussi des gens qui sont souvent vus comme journalistes et puis qu'on découvre
avec un talent extraordinaire Oui, en oui, politique. oui. On pensait que c'était que du journalisme, mais non. Non, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a des gens Exactement. qui sont très bien, comment on dit, macérés, et qui, lorsqu'ils sortent du journalisme pour aller en politique, mais ça brille. C'est ça. Alors, on va revenir ou aller à Stephen Guilbeault, comme Oui, tu voulais. qui est devenu ministre fédéral de l'environnement et du changement climatique. C'est pas n'importe quoi et c'est pas n'importe qui. Monsieur Guilbeault, c'est quelqu'un qui est le cofondateur de Équiterre, Oui. qu'il a fondé en 1993 et qui, un de ses hauts faits d'armes, c'est d'avoir escaladé la tour du CN. C'est d'avoir escaladé la tour du CN à Toronto pour installer une banderole sur laquelle était écrit Canada and Bush are climate killers. Ouf, mon Dieu. Alors, et justement, le fait qu'il ait été nommé ministre fédéral de l'Environnement, il y a, je pense, un journal anglophone, je dois bien regarder pour ne pas Je dire pense de que c'est bêtises. de Gazette. C'est de Gazette, soit de Gazette ou le Toronto Star, en tout cas. En tout cas, un des journaux anglophones, je vais le préciser tout à l'heure, qui a présenté M. Guilbeault à la une menotté. Alors, les gens qui ne suivent pas l'actualité pourraient dire, mais est-ce que c'est le fait qu'il ait été environnementaliste et puis qu'il devienne ministre de l'Environnement qu'il soit menotté? Non, c'est cette image qu'on avait vue alors qu'il avait escaladé la tour du CN. Ça sonne comme le Toronto Star. Mais en tout cas, justement, quand c'est pas son premier mandat, il faut le rappeler aux gens. Bon, je sais que c'est pas nécessairement tout le monde qui suit la politique. Il était au patrimoine avant. Absolument. Il était à Patrimoine Canada. Mais sauf que on sait que dans le premier mandat, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit à l'environnement. On n'a pas voulu le mettre à l'environnement au premier mandat parce qu'on voulait apaiser l'Alberta. C'est vrai. Parce que, écoute, on sait que c'est pétrolier l'Alberta et avec les politiques d'équiterre et tout, on sait que ça marche pas trop ensemble. On n'est pas pour les Tesla là-bas. C'est vrai, et pourtant ça fait pas l'unanimité. Hein? Non, mais parce c'est sûr que ça fait pas l'unanimité. il y a des environnementalistes, je dois aller tranquillement c'est un mot long, environnementalistes qui sont les plus acides, qui pense que lorsqu'il a fait le soir politique, on l'a traité de traître. Ouais, c'est ça. On a dit qu'il était un traître à la cause environnementale. Et puis maintenant, on dit que il n'aura pas les moyens de faire politique, même si on sait que le Canada, par l'entremise du Premier ministre actuel, Justin Trudeau, avait annoncé en avril dernier que le Canada veut augmenter ses cibles de GES de 40 à 45%, contrairement à ce qui a été fait avant. Donc, et en même temps, si M. Guilbeault, c'est une bonne prise pour les environnementalistes. Oui, c'est une bonne... Écoute. C'est un bon... On va dire, c'est quelque chose. Hein, c'est quelque chose. Mais il a fait 25 ans de militance. Hein. Mais moi, tu sais, je suis encore confuse. C'est peut-être un petit peu mon côté naïf qui s'attend toujours à ce que le ministère soit occupé par une personne qui a justement des connaissances dans le domaine. Et c'est alors que ce n'est pas vrai. toujours évident parce que le ministre est un administrateur. C'est ça. C'est un haut fonctionnaire. Il est entouré de gens compétents. Il peut ne pas être médecin et puis qu'il devienne ministre de la Santé. Parce qu'il administre le ministère. Mais c'est ça, mais écoute, on a eu un médecin. Il va pas prendre son stéthoscope et son bistouri. Parce qu'il est ministre de la Santé. Mais on a eu un ministre de la Santé qui était un médecin Pauline Marois ça n'a rien donné. Voilà, Pauline Marois était ministre de la Santé à un moment donné. Elle a occupé en tout cas presque tous les ministères, dont le ministère de la Santé. Elle n'est pas médecin, à ce que je sache, à moins que je me trompe. Non, elle n'est pas médecin. Bon, voilà. Donc, ça veut dire que c'est une sorte de légende urbaine. Ouais. C'est-à-dire, si les médecins, comme ça a été le cas avec M. Couillard, c'est tant mieux. Oui, mais... Et puis, c'est ça, mais comme tu dis, ce n'est pas une garantie de réussite. Et voilà. Parce que regarde, Arjit Sajjan, il est un ancien militaire, un ancien policier. Pourtant, regarde comment il a malmené le dossier de la défense. Non, mais c'est comme un bon footballeur qui ne peut pas forcément devenir un bon entraîneur. Exact. Pelé l'a dit, qui est le joueur
numéro un Il par n'y excellence. a pas d'autres comme Pelé, là. Oui, C'est bon, une mais il y légende, là. a eu C'est- Maradona. Non, 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 Oui, non, bon. non, 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 non. Les grands, parmi Non, les grands. Non, non, Pelé, Non, Pelé, c'est une ligue à classe part. à part. Oui, c'est une Exactement. classe à part. D'ailleurs, Alors- Pelé, il est le seul dans. C'est comme quelqu'un qui est le seul dans sa catégorie, là. Ouais, Je suis non. désolée, là. Oui, oui, mais c'est on un va 7 pas- étoiles. C'est Oui, un 7 étoiles. c'est- Non, mais ça, les gens le savent. Les Ouais. gens le savent. C'est-à-dire, mais il y a eu aussi Maradona, il y a plein d'autres grands joueurs. Ouais. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, c'est que normalement, il est devenu ministre de l'Environnement. C'est au pied du mur qu'on reconnaît les vrais maçons. Oui. Est-ce qu'il était un bon environnementaliste en tant que militant environnemental? Oui, avec équité, etc. Moi, je l'ai interviewé je ne sais pas combien de fois, monsieur Guilbeault, comme militant environnementaliste. Militant environnemental. Et est-ce qu'il fera un bon ministre de l'Environnement? On ne Alors sait là, pas. c'est l'avenir qui nous le nous dira. dira. Mais par ricochet, on ne fait pas du coq à l'âne ici, mais on sait que les sujets, des On fois... peut sauter de mouton en mouton. Oui, mais et c'est un sujet qui a rapport avec l'environnement, puisque la COP 26 a lieu bientôt, là, cette fin de semaine, on va Ouais, dire. cette fin de semaine, oui. C'est du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow, en Écosse. Il y a des gens qui se proposent d'aller manifester pour dénoncer, etc., la pollution et tout, et tout. Alors, ça arrive à un moment, M. Guilbeault, ministre de l'Environnement, à quelques heures, on va dire, ou si ce n'est pas, on va dire quelques jours, on est quoi, le 29? Donc c'est le 31. Ah, mais c'est dans 2 jours. C'est là, dans 2 jours, le le sommet qui va durer quoi, une douzaine de jours. D'ailleurs, le Premier ministre est déjà en Europe. En ce moment, je pense qu'aujourd'hui, il était à Amsterdam, si je ne me trompe Voilà. pas. Donc c'est une grande messe environnementale, on va appeler ça comme ça, une grande messe. Ouais, c'est lors, une bonne façon de dire. lors de laquelle, 197 dirigeants de 197 pays, enfin, quand je dis dirigeants, mais il y a aussi d'autres gens de la États, société ouais, civile c'est ça. qui viennent, mais les dirigeants sont là, les représentants des États, les représentants officiels des États. On ne met pas les gens qui sont, par exemple, dans les organisations environnementales. Oui. Mais il y a les gens, par exemple, le GIEC, les gens qui représentent les États, les ministres, etc., vont être là. Ils sont au Oui, nombre de qu'est-ce que ça va 197. donner? Non, mais c'est sûr que moi, tu sais qu'est-ce qui me dérange un peu? Ouais. Parce que j'aimerais le petit ricochet, il va être un Vas-y. petit peu plus long que prévu. Vas-y. Qu'est-ce qui me dérange un peu dans toute cette question environnementale? C'est que j'ai l'impression on n'est pas en train de travailler là où il faudrait travailler au niveau de l'environnement. Parce que c'est comme souvent on parlait c'est difficile de manger santé lorsqu'on est pauvre, ok? Donc Ouais. pour moi, en ce moment, c'est difficile de faire un virage vert quand on travaille au salaire minimum. Tu comprends? Parce Ouais. que, écoute, tu as vu combien ça coûte une Tesla? Ça coûte cher. Ça coûte cher. En maudit, comme on dit. Oh, écoute là, une Tesla, c'est quoi? 32 000 $ et ça, c'est sans les options. Non, non, ça c'est la Ça de, commence, c'est c'est de la base. de base, Ouais. exactement, de base, 32 000 sans les options. Donc, tu demandes à quelqu'un, OK, oui, je veux faire le virage vert. Et si tu veux, par exemple, dire que tu veux t'acheter une maison net zéro. Donc, une maison, ça existe des maisons net zéro. Tu veux t'acheter une maison net zéro, combien ça coûte? Ça coûte presque 100 à 150 000 de plus cher que d'acheter une maison normale. Et avec le marché immobilier qui explose en ce moment, Ouais. donc je trouve qu'on met trop de pression sur le petit citoyen pour lui dire, c'est comme des fois tu vois comment les gens te regardent croche parce que on considère que, bon, par exemple, moi, ok, je sais que j'ai certaines mauvaises habitudes, je dors avec une lampe allumée, ok? J'ai peur du noir. Ouais, bon. Écoute, ça arrive, puis... Mais c'est pas cette lampe-là qui va détruire la planète. Justement, mais c'est parce que c'est pas le sentiment qu'on te donne. On te donne, oh my God, tu protèges pas l'environnement et puis blablabla. Tu comprends? Non, et pourtant, il y a des tours au centre-ville qui sont allumés. Voilà. Et puis en ces veux-tu, en tours, voilà. ces tours au centre-ville, une fois par année, ils vont fermer les lumières, Pendant- certaines de leurs lumières, pendant 1 heure. Oui. Et on considère, oh, c'est un geste pour la Terre. Pour la Terre, Come ouais. on, give me a Ouais. break. Alors donc, la COP26, si tu veux savoir, enfin, les gens qui nous regardent, Linda, un petit peu partout, qui veulent savoir c'est quoi, ben, c'est une sorte de grande messe, comme je le disais
tout à l'heure, qui réunit 197 représentants de 197 pays et qui vont... c'est la 26e édition, il faut le préciser. Ils vont discuter des changements à apporter pour protéger le climat. Ils vont juger solennellement de tout faire pour changer le climat, puis on va voir qu'est-ce qu'on va voir. Oui, pour l'objectif final, c'est de travailler à faire en sorte que le réchauffement climatique soit moindre. L'objectif, je mets ça entre... Chez nous, on disait bye-bye, entre guillemets. Guillemets, ok. Hein? On dit bye-bye. L'objectif, c'est sous la barre de 1,5 Celsius de l'ère industrielle. Sinon, ça risque de péter. Ben moi, écoute, c'est tout ce que je veux. Je vais avoir chaud en été, je vais avoir froid en hiver. Ah. Je voudrais une certaine balance, tu comprends? Oui, mais en même temps, les icebergs sont en train de fondre. Fondent à vue d'œil. Hein? Mais c'est ça justement parce qu'il y a une déstabilisation de la planète. Donc alors, c'est ça. Et bon, en fait, écoute, on va revenir là-dessus parce que comme tu dis, ça va durer 13 jours. On va probablement en parler pendant les 2 prochaines semaines parce qu'on sait qu'à chaque jour, il va probablement avoir du nouveau là-dessus. Alors, on continue notre petite discussion avec Facebook. Oui. Est-ce qu'on a tout dit sur le cabinet? Oui, on a tout dit. Non, je crois qu'on a tout dit. Oh, mais il faut ajouter la parité, 19-19. Oh oui, 19-19. La parité, c'est important. Et puis, il y a, si l'on compte le Premier ministre Justin Trudeau, plus d'un quart du cabinet est québécois. Ah, ben c'est bien ça. C'est 10, on va dire 11, c'est ça? 11 personnes du Québec, des élus du Québec, qui sont dans le cabinet. Qui sont autour de la table du Conseil des ministres. C'est quelque chose. Ah oui, c'est très important. Parce que, le Québec, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, c'est un poids lourd dans la Fédération canadienne. Alors, il y en a incluant le Premier ministre, il y a Jean-Yves Duclos, il y a François-Philippe Champagne, Pascal Saint-Onge, Diane Le Boutillier, et sans oublier les Mélanie Joly dont on a parlé tout à l'heure, et Stephen Guilbeault, etc. Et puis Justin Trudeau, le premier des ministres. C'est ça. Voilà. Donc alors, pour revenir à notre prochain, on va à notre prochain sujet plutôt. Donc alors, cette semaine, donc c'était ce matin qu'il a fait ça. Oui, c'était ce matin. Mon Dieu, le temps passe tellement vite que des fois, quand on est au studio, on ne s'en rend pas compte. On se rend pas compte. Surtout on est fermé. Oh, oui, exactement. On s'enferme à l'intérieur pour se préparer. Donc alors, ce matin, Mark Zuckerberg qui a officiellement dévoilé le nouveau nom de Facebook. Donc alors, Facebook s'appelle maintenant Meta. Bon, est-ce que c'est un changement de nom pour épater la galerie? Bon, regarde. Parce que Facebook va rester Facebook. Oui, c'est ça. Parce que le nom, en fait, je crois que parce qu'il y a le groupe Facebook, donc il y a la compagnie. C'est la compagnie elle-même qui change en Meta. Il a aussi annoncé toutes sortes de choses. Il a fait une espèce écoute, il a les moyens de le faire. Il a un petit peu épaté la galerie avec la réalité virtuelle. Maintenant, on va pouvoir se créer des avatars pour des réunions ensemble, blablabla. Bla, bla. En tout cas, moi, personnellement, dis-moi où cliquer, puis c'est là que ça s'arrête. Tu comprends? Comme on dit en anglais, too little, too late. Oui, hein? Too little, too late. Trop peu, trop tard. Ben oui. Parce que, écoute, moi personnellement, je me suis fait assez lessiver sur Facebook à peut-être 4 ou 5 reprises, là. Ouais. Au moins une fois par année, je vais avoir quelque chose avec quelqu'un, et puis que ça tourne au vinaigre, où les attaques pleuvent. Et puis, bon, comme tu sais, yours truly, je suis génération 1804, je me laisse pas faire. Donc, ouais, je sais que tu as une battante, tu as une guerrière. Tu comprends, mais écoute, mais tu as les moyens de tes ambitions aussi. Parce non, mais je dois t'avouer que je me suis... Il y a certaines fois où j'ai été un peu déstabilisée. Tu comprends? Parce que, qu'est-ce qui arrive souvent? C'est comme, par exemple, je sais très bien qu'en ce moment, Facebook ne fait pas de monitoring comment on les appelle,
les influenceurs haïtiens. Il ne fait pas de monitoring des influenceurs haïtiens. Parce qu'on dit tellement de... Parce que s'il le faisait, il y en a 3/4 qui ne seraient pas sur Facebook. Qui seraient bannis. Parce qu'ils disent n'importe quoi. Oui, parce qu'il Il y a des gens qui viennent avec un vocabulaire très... Non, mais il y a des mots... Très lascifs. Par exemple, le mot « dead » est banni sur TikTok. Si tu dis « dead », on enlève ta vidéo. C'est avant, les gens allaient dans les bars et puis disaient des idioties. Puis à un moment donné, si la personne emmerdait tout le monde, on le foutait dehors du bar. Maintenant, la personne n'a plus besoin d'aller dans un bar. Elle va sur Facebook, elle se laisse aller. Elle se défoule. Elle se défoule. Et souvent, c'est comme ça que je réglais la question avec des gens qui m'attaquaient sur Facebook. Je leur disais tout le temps, any place, anywhere, anytime. Tu comprends? Oui, hein? J'ai dit, ce que tu viens de me dire, je te mets au défi de me dire face à face. Ouais, tu comprends? Ouais, et souvent, c'est vrai. La personne, elle se sent en sécurité derrière un écran, elle dit n'importe quoi, et puis après, quand tu es en face de cette personne, et puis tu lui dis, OK, est-ce que tu peux répéter ce que tu m'avais dit en face? Elle n'est pas capable de le faire. Tu comprends? Donc, les gens se sentent en confiance avec Facebook. Donc, ça, c'est vraiment le problème qu'il y a du côté adulte. Mais du côté des adolescents, moi, je suis désolée. Je trouve que ces jours-ci, les parents refusent d'être des parents. Ils veulent être les amis de leurs enfants. Ouais. Donc, oui, c'est vrai que ça peut avoir une mauvaise influence, mais où est-ce qu'elle est ton influence à toi? Ouais, c'est le laisser aller. Parce que le parent va prétexter, il faut qu'elle joigne les deux bouts, il faut qu'elle aille faire ceci, faire travailler. Mais en même temps, on a l'impression que les enfants sont pratiquement livrés à eux-mêmes. À eux-mêmes, oui. Ouais, sont livrés à non, eux-mêmes. Mais ça, c'est fou, ça, parce que les gens... comme, OK, maman, mais c'est la modernité, ils prennent pour paravent la modernité. Bon, c'est plus les temps anciens, c'est plus ceci, maintenant c'est comme ça. Mais c'est parce que aussi le parent... Et après, quand ça dérape... On se pose la question. Mais c'est parce que le parent aussi, lui, il est collé à son téléphone. C'est ce que j'ai remarqué. Moi, j'ai vu des gens qui marchent comme ça, des jeunes, avec leur téléphone, ils sont avec des enfants bas âge, mais très bas âge, c'est-à-dire des enfants, des poupons de 4-5 ans. Et puis la personne est perdue complètement dans son téléphone. L'enfant est à côté sur le trottoir. Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas... Moi, tu vois, la plupart de mes amis, ils le savent. Non, je ne vais pas toujours répondre à mon téléphone. Ce n'est pas parce que j'ai un portable que je le porte partout. Tu comprends? Donc, c'est un portable. Oui, c'est vrai que ça fait du bien des fois que tu aies ton téléphone. Parce que, écoute-moi, mon téléphone, c'est un mini-ordinateur. J'ai tout dessus. Je fais presque tout dessus. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai perdu le mien pendant... Et puis, tu as paniqué. Tu comprends? Non, j'ai perdu le mien pendant, pendant quelques heures, mais on est devenu tellement cocasse, à notre électronique. C'est que le téléphone sonne, puisque c'est sur vibration. J'entends. Mais tu ne sais pas où est-ce qu'il est. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Et je l'ai cherché pendant, on va dire, quelques heures. Hein. Alors, c'est ça. Donc, alors, on passe à notre prochain sujet du jour. Notre prochain sujet du jour qui serait... Est-ce que tu veux, Linda, me dire... Parce qu'on a tellement de choses, hein, on a plein d'autres sujets, mais ce sujet-là... Oh, attends, avant qu'on aille à ce sujet, pourquoi pas prendre une toute petite pause juste pour se rafraîchir un peu? Parce que j'ai comme l'impression que ça va se corser, là. Bon, enfin, tu sais de quoi on va parler? Mais j'ai vu le plan de l'émission. Alors, on prend une pause et on vous revient, mesdames et messieurs. Je t'aime, Vincent. Je pense toujours à toi, puis sincèrement, je pense qu'on a plein de points en commun. Mais il y a des choses tellement plus importantes que toi présentement dans ma vie, comme la voirie. OK, mais il y a aussi les espaces verts, le recyclage, le terrain de pétanque, le nettoyage des rues, les taxes municipales de parc à chiens, puis le transport en commun. Parce que les services municipaux sont au cœur de notre quotidien. Aux élections municipales, allons voter. Les filles, je vous adore. Hein? Vous êtes vraiment là, toute ma vie. Mais là, je dois vous avouer que ce qui est important pour moi, là, présentement, c'est le développement résidentiel.
Ben oui, mais Simon, je comprends, mais il y a aussi les pompiers, le traitement des eaux, la piste cyclable, le déneigement, la bibliothèque, le jardin communautaire. Les permis de construction. Parce que les services municipaux sont au cœur de notre quotidien. Aux élections municipales, allons voter. Ah ben oui, c'est le bon citoyen fait ses devoirs, remplit ses devoirs de citoyen et le 7 novembre, c'est encore une fois l'occasion pour un gouvernement municipal nouveau ou garder l'ancien d'aller voter. C'est pas à nous de vous dire pour qui vous... Votez. Mais c'est important de vous le rappeler, Mais l'importance on fait de le poser parallèle. ce... Est-ce qu'on devrait, avant de passer au prochain sujet, peut-être dire quelques mots des élections municipales ou... Parce que, écoute, On peut toujours, parce qu'on avait un invité, qui nous a... On ne sait pas. On ne sait pas parce que, tu sais, des fois, il y a des imprévus dans la vie. Mais écoute, sondage cette semaine qui donne quoi? 33, Serré 12 ou 16? Oui. 33, 12. 33, 12. 12. C'est C'est serré, mais lorsque c'est serré comme ça, c'est toujours à l'avantage de la personne qui est là. Déjà au pouvoir. C'est ça. Moi, c'est tellement serré que je ne sais plus quoi penser. La seule chose que je peux te dire, je suis extrêmement déçue. Est-ce que toi, d'abord, laisse-moi te poser une question. C'est pas une colle, là. Est-ce que tu crois dans les sondages, toi? Pas vraiment. Parce que... Mais tu loges à la même enseigne que moi. Tu sais pourquoi? Parce que... Et ça, c'est le citoyen qui parle. L'échantillon, parce que si je donnais l'exemple pourquoi moi je ne crois pas au sondage. Tu vois, les codes d'écoute. Si on va prendre un exemple aux États-Unis, quand on parle de Nielsen, qui fait les codes d'écoute, quand ils vont mesurer le code d'écoute, ils vont souvent aller prendre un échantillon qui habite upstate New York, qui est un WAPS, donc un White Protestant, donc ça va être des blancs et tout ça. Donc c'est avec ces échantillons-là qu'ils vont, premièrement parce que ce sont ces gens-là qui sont plus aptes à vouloir répondre à des questions, et ensuite parce que, c'est ce que ça représente la classe moyenne aux États-Unis. Donc c'est pour ça souvent qu'il y a des shows qui ont été annulés, puis tu te poses la question, tu te dis, mais pourquoi un show aussi drôle ou aussi intéressant a été annulé? Ben, ce n'est pas parce que le show était pas bon, mais c'est parce que l'échantillon qu'ils ont pris pour analyser les codes d'écoute fait plonger l'audimat. Mais attends, la question que j'aurais dû te poser, c'est est-ce que avant même de te demander si tu crois dans les sondages, moi je n'en crois pas une paille, comme on dit. Est-ce qu'un sondage peut t'influencer? Non, pas vraiment. Moi, je suis une non-alignée. Tu comprends? J'aime ça, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette expression. Ouais, je suis non-alignée parce que j'ai passé longtemps fille unique. Et puis, tu sais, quand tu es enfant unique, là, tu n'as pas le choix là, de t'amuser avec toi-même. Fait que j'étais toujours dans mes pensées, mes propres analyses. C'est sûr que... Dans ton univers à toi. Dans mon univers, exactement. Je suis du genre parce que dès mon jeune âge, on m'a appris à analyser des choses. Parce que les nouvelles, chez moi, c'était un rituel. Le matin, la radio s'ouvrait pour écouter les nouvelles. La télé s'ouvrait, c'est pour les nouvelles. Le soir, à 6 h, la télé était ouverte pour les nouvelles. Et non seulement il fallait que j'écoute les nouvelles, il fallait après que je dise à mon père, OK, c'est quoi qu'on a dit dans les nouvelles? C'est pas juste t'asseoir là puis regarder. Puis à chaque année, chez moi, il y avait l'État du monde. C'est un livre qu'on sort à toutes les années où on va parler des grands événements politiques et sociaux qui ont dominé l'actualité. À chaque année, mon père achetait l'État du monde. Donc, j'ai été conditionnée pour ça. Tu comprends? J'ai été conditionnée pour analyser, pour réfléchir, pour avoir mes propres pensées. Tu comprends? C'est sûr que oui, des fois, tu peux être influencé par ce qu'on dit dans les médias, mais quand j'entends une nouvelle, j'ai souvent tendance à écouter à 2-3 endroits avant de me faire une idée. En tout cas, ayant ce point de vue-là en rapport relativement au sondage, moi, je ne suis jamais, mais jamais, pas un seul instant, je n'ai jamais été influencé par les sondages, les coups de sonde. De toute façon, on dit que c'est juste le temps d'un instant, là, si on peut dire ça comme ça. Oui, mais c'est ça. Et puis les questions, des fois, pour ceux qui ont fait le cours de méthodologie au cégep, on te montre comment poser des questions et tu peux poser tes questions de manière
avoir la influencer. réponse que tu veux. Absolument. Donc pour moi, ce n'est pas que je dise aux gens que de fermer les compagnies légers, là, c'est pas ce que je dis. Mais je dis tout simplement que, surtout au niveau politique, non. Et des fois, et combien de fois que les sondages ont eu tort. Ont été Exact. complètement dans les champs. Mais par contre, sondage par sondage, comme je t'ai dit, je suis déçue de voir que Montréal n'a pas vraiment de relève. Je sais que les gens sont fatigués de la construction des routes, des barrages, des pistes cyclables à des endroits qui sont vraiment pas nécessaires. Parce que moi, c'est comme la piscine. Les enfants veulent une piscine, ok? Moi, ma réflexion, c'est que on est en hiver, 9 mois sur 12, je ne vais pas investir dans une piscine. Parce que après, quand la piscine va être là, tu vas demander... C'est encore de l'argent, mais oui. Non, c'est pas ça, mais parce que tout le monde peut mettre la main à la pâte. Tu vas demander à l'adolescent d'aller nettoyer la piscine, il va pas vouloir, il va falloir que tu lui cries dessus. En fin de compte, c'est toi qui vas aller nettoyer ta propre piscine. C'est comme quand les enfants te demandent... Mais ça coûte cher, cher l'entretien d'une piscine. Donc pour moi, c'est un peu la même chose au niveau des pistes cyclables. Oui, c'est important, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui circulent en vélo. Mais moi, je rigole des fois lorsque je vois ça, parce que, vous savez, mesdames, messieurs, on est la grande partie, en tout cas les 3 quarts de l'année, nous sommes en hiver. Oui. Donc, les pistes cyclables, là. Mais c'est ça, c'est comme dans le sens que parce que, oui, il y a quelqu'un quelque part qui dit, oui, j'ai pas de piste cyclable près de chez moi, puis, ok, tu coupes la rue en deux, puis moi, j'ai besoin de passer. Si tu vois des rues qui étaient déjà étroites, on les rend encore plus étroites pour ajouter une piste cyclable, et pendant ce temps, la rue... Ensuite, on élargit les trottoirs, on met une piste cyclable, c'est ça. On tire du centre-ville et venir dans le coin ici, là. C'est partout. Partout, c'est barré. Il n'y a pas une rue à Montréal, un coin à Montréal où il n'y a pas des cônes oranges. Je sais que c'est un sentiment d'insatisfaction par rapport à la mairesse actuelle. Par contre, Jenny Coderre, j'ai de la difficulté à digérer ça. Pas parce que j'ai des problèmes avec M. Coderre personnellement, c'est juste que j'aimerais ça avoir des idées fraîches. J'aimerais ça comme... J'aimerais voir du sang neuf. J'aimerais, tu comprends... Où sont les carriéristes à la ville de Montréal, les gens qui sont là, ça fait plusieurs mandats, où est-ce qu'ils sont, ces gens qui ont des belles idées? Oui, parce qu'il y a des choses qui sont préconçues. Ça prend un certain comment je pourrais dire ça, un certain emballage pour être du sérail. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre là. Donc, si la personne, l'individu, l'homme ou la femme n'a pas cet emballage-là, on dit que c'est un candidat c'est ça. Insignifiant. Non, mais c'est parce que les gens aussi sont paresseux au niveau de la politique. Ils sont paresseux. Quand je dis sont paresseux, c'est que j'ai l'impression que si je veux être députée dans le prochain gouvernement, quel qu'il soit, comme c'est la CAQ qui est en train de dominer, tout ce que j'ai à faire, c'est joindre la CAQ, planter ma photo sur une pancarte de la CAQ et aller en banlieue, donc sur la rive sud, et je vais gagner. Ça, je te le garantis. Ouais, mais c'est sûr. Si tu arrives à te faire nominer, par le comité, tu veux être dans le gouvernement de François Legault, comme c'est lui qui mène en ce moment, tout ce que tu as à faire, c'est mettre ta photo sur... C'est comme quand il y a une vague une vague de telle couleur, une vague de telle autre couleur. Ouais. Et puis, voilà, il y a des gens qui profitent de ça et puis qui se font élire. Mais le problème, pourquoi... Tu devrais profiter de ça pour te faire. Oui, justement, tu as parlé de nouvelles idées, etc. Tu aurais aimé voir de nouvelles têtes. Mais il y a le mot qu'on va coller derrière, c'est « Ah, mais c'est un candidat vedette, c'est une candidate vedette ». Déjà, le fait qu'on dise ça, c'est presque tous les projecteurs qui sont sur cette personne. Alors que, souvent, c'est pas parce que la personne a les meilleures idées du monde. Mais c'est ça. C'est juste parce qu'il y a l'adjectif qu'on colle après, qui qualifie cette personne-là. De candidat vedette. Mais écoute, on décidera la semaine prochaine parce que ça va être
la semaine prochaine, les élections. Oui. On verra qu'est-ce que ça va donner. Et puis, bon, si possible, nous, on reviendra avec une certaine analyse. Bon, on sait qu'il y a des jeunes qui sortent du lot, comme à Laval, à Repentigny et à Longueuil. On croit très bien que ce sont des jeunes personnes qui vont reprendre la palme. Et ça, ça donne du courage quand même. Oui, il y a, en même temps aussi, il y a des gens qui se retirent, hein, qui étaient dans la course, qui se retirent pour toutes sortes de problèmes. Hein. Ouais. Il y a des hommes, des femmes. Non, c'est dans le parti de Nicodère, par exemple, il y a M. Hawk, je crois, qui était dans Outremont, qui a dû quitter parce que, bon... on a retiré sa candidature parce que il y a une phrase que j'aime répéter souvent: où que vous allez dans la vie, vos actes vous suivent. L'homme passe et laisse des traces. Donc, des trucs qu'il a écrits. Mais c'est ça, parce que, écoute, moi, personnellement, si tu es une personne de conviction, je ne crois pas qu'un ancien tweet ou un ancien commentaire devrait te faire quitter, mais des fois, on te pousse dans le dos un peu, là. Donc, on te pousse dans le dos, il n'a pas eu le choix. Mais écoute... C'est M. Duncraft. Oui, assez parlé de politique, maintenant, on va parler d'économie. Bon. Donc, alors... le salaire minimum à 20 piastres. J'ai entendu la... non, c'est des gens qui ont proposé ça. Mais bon, tout de suite, on a fait... une remise en place, là. Tu penses? Est-ce que pour toi, donc on va te poser la question comme ça, est-ce que tu crois que... qu'on devrait? Qu'on devrait. Ah, mais absolument, oui. Pourquoi pas? Parce que tout augmente maintenant, surtout après cette affaire de Corona. Ouais. On n'a qu'à regarder. Je te rappelle, Linda, que le gallon de gasoline aux États-Unis, c'est $2. Ok, non, mais moi même pas de ça. Un litre, c'est 1 piastre et 60 maintenant. Je regarde même plus. Donc, ça veut dire que si tu vas mettre pour 10 piastres d'essence, c'est 3 litres. Enfin, si tu mets du super sans plomb, c'est-à-dire c'est toujours 7 sous de plus. C'est-à-dire lorsque c'est 1 piastre et 55, c'est 1 piastre 55 plus 7. C'est-à-dire, si tu mets du suprême. Hein? Moi, je ne fais pas tous ces calculs. Tout ce que je fais comme calcul... Non, j'explique ça aux gens. Je comprends. Tout ce que je dis, c'est, waouh, d'habitude, mon auto peut faire le plein à $65. 60, non, maintenant, oublie ça. Là. Je mets 50, puis je ne suis même pas capable d'être aux 3/4 de temps. Moi, je suis très visuelle, là. Comme je pars, et puis je dis, oh, est-ce que j'ai enlevé le chose avant que la machine est terminée? Je te jure, la fois dernière, j'ai pensé à ça. Je dis, est-ce que j'ai enlevé la carte trop vite et puis j'ai perdu de l'essence? Non, tellement je trouvais ça ridicule. Mais écoute, que veux-tu? Mais le salaire minimum... Le salaire à 20 piastres, oui, ça prendrait de la volonté politique. Non, mais parce qu'il y a une catéchèse, là, qu'on raconte. Oui, si on fait ça, ça va faire ceci. On parle même de l'inflation qui pourrait... Non, mais ça ne va même pas marcher, parce que je vais donner un exemple très simple. Une caissière dans une banque, OK, est payée comme si elle vient de commencer. Le salaire est probablement autour de 18 à 19 $ de l'heure. Donc, ça veut dire que si le salaire minimum augmente à 20 piastres, on va être obligé de la payer plus cher 30 piastres. Et tu sais à quel point les banques aiment prendre, sans mais donner. Ils n'aiment pas donner beaucoup. Tu comprends? On donne aux actionnaires, mais quand il s'agit de... On donne aux actionnaires et au gouvernement. Au gouvernement, exactement, mais on ne donne pas comme... Parce que le problème, c'est, je t'en parlais un peu, c'est parce que la vie continue d'augmenter, les salaires n'augmentent pas avec. Et voilà. Moi, je ne comprends pas d'où ça vient cette façon de penser. Il y a lobby de gens qui sont des présidents qui refusent que ça aille plus vite. Parce que avec des 25 cents, là, je suis désolé, avec des 25 cents, on ne va pas loin. Non, mais 25 cents, c'est quoi là maintenant? C'est quoi? 13 piastres? 13 et quelques maintenant? C'est de 13 et 50. Parce que j'ai eu 2 employés cet été, donc c'est 13 et 50 pour le salaire minimum. Mais après ça, dans pas longtemps, on va ajouter un 25 cents, un 50 cents. Exactement, c'est des 25 cents par Non, mais c'est pas sérieux. Excuse-moi, quand il y a 10 ans, Non, écoute,
Regarde, écoute ça. Tu vois, comme quand les gens se plaignaient de la pénurie d'employés. OK, que on est au plein emploi, les gens ne veulent pas travailler. On blâme la PCRE ou PCU, PCU, whatever, etc., ouais. comme on l'appelle. Pourquoi vous blâmez? Mais sauf que ces gens-là, tu sais, des fois, tu te poses la question, comme par exemple, quand je regarde les caissières OK, on va oublier les caissières pour un moment. Parlons des professeurs, parlons des éducatrices en garderie, des gens qui prennent soin de nos enfants à longueur de journée, des gens qui vont faire des choses avec mes enfants que moi je suis pas prête à faire avec eux. Tu comprends? Parce que, tu sais, à un moment donné, tu m'ennuies. Eux autres, ils sont toute la journée avec l'enfant. Ils doivent prendre soin d'eux, ils doivent les distraire, ils doivent leur apprendre. Et pendant ce temps, Les emmener se ils promener. demandent une augmentation salariale, puis on les regarde comme si... Écoute, moi, l'éducation, la santé, ça devrait être des priorités. Ça devrait être ça devrait être des priorités et ça devrait être ce qui est le plus important. On devrait respecter ces gens-là parce qu'on dit que les enfants sont l'avenir, mais c'est eux qui ont l'avenir dans les mains. Ils protègent cet avenir pour nous et puis on ne respecte même pas ces gens-là. Oui, c'est vrai. Et salaire à 20 piastres, facile, parce que le panier d'épicerie aussi maintenant. Là, oui, c'est vrai. Même une chose, on va dire, une baguette. Bon, oublie les baguettes, les tranches de fromage. Tu n'as même pas remarqué qu'il y en avait 24 dans le paquet Kraft, là, quand tu prends le gros, là. Il y en a 22 maintenant. C'est pas sérieux, comment? Ah, tu n'as même pas remarqué. Mais moi, j'ai remarqué qu'il y en avait 22. Tu comprends? Et parce que j'aime pas faire l'épicerie. Donc, tu es obligé de faire l'épicerie, puis tu vérifies. Je comprends pas, là. Je dis, hey, c'est bizarre le paquet. C'est 22. Mais attends, ça de ta bouche. Mais je te jure, c'est pas le fait que tu me dises qu'il est 22 au lieu de 24, mais c'est le fait que c'est toi qui le dis. Parce que c'est vrai que je ne porte pas attention à ces choses-là. Mais maintenant, c'est parce que des fois, je sors du supermarché, puis je suis comme, mais c'est quoi que j'ai acheté? Je regarde, puis je dis, mais... Et puis, je vais être là 2 jours plus tard parce qu'il va manquer du lait, il va manquer du pain. Tu comprends? Du yogourt. Oh my God, les gens chez moi, ils mangent du pain, là, c'est une usine, là. Tout le monde chez moi adore le pain. Tu comprends? Incluant moi. Donc, on est toujours en train d'acheter du pain, puis à chaque fois, je suis comme, quoi? Presque $6 pour 2 sacs de pain? Ouais. Ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, il y a un sujet que je sais que tu insistais beaucoup sur ce sujet-là. Ouais. C'est quoi? Go! Et c'est une sorte de bombe qui fait exploser les couples. Ah oui? Les couples, c'est... L'infidélité? Ou pire. Je pense que c'est pire que l'infidélité, c'est cacher, en tout cas, on peut mettre ça au même niveau si les gens veulent, c'est cacher des revenus à son partenaire. Il y a nuance. Et attends, c'est une sorte de grenade à fragmentation. Et on n'a même pas besoin de dégoupiller. Non, écoute, quand tu dis cacher tes revenus, est-ce que tu veux dire mon salaire comme mon conjoint, c'est pas combien d'argent non, cacher une partie. Il y a des choses que tu caches, que tu ne dis pas. Mais à culpa, oui. Oui. Non, mais... Écoute, non, mais est-ce que tu penses que c'est un mensonge ou un échappatoire? C'est pas un... Écoute, ça dépend... Écoute, moi, je vais t'expliquer et je vais te donner un contexte dans tout ça. On dit toujours, une femme, c'est toujours bon, même pas une femme, autant l'homme que la femme, c'est bon d'avoir un compte conjoint, okay, un compte où vous mettez les dépenses, un compte conjoint d'épargne, un compte conjoint pour les dépenses de la maison, de la famille et tout ça, et que vous ayez chacun un compte d'épargne séparé. Et une petite caisse. Ou une petite caisse, tu comprends? Et nous, les femmes, ce n'est pas parce qu'on juge négativement ou qu'on s'attend à ce que le gars, un jour, il vide le compte en banque, il parle sans nous. On a toujours besoin de ce sentiment de sécurité. Et des fois aussi, il y a certains couples où l'homme est très, comment je pourrais dire, il est insouciant financièrement. Parce que moi, en ce moment, mariée ou pas, je suis une mère. Donc, ça veut dire que je suis désolée, ma fille passe en premier. Tu comprends? Donc, ça veut dire que
je vais toujours m'assurer à ce que ma fille soit protégée. Donc, si j'ai un conjoint qui est insouciant financièrement, c'est certain que cette personne-là, je vais pas lâcher les cordons de la bourse comme ça. OK. Je suis désolée. Jusqu'à la radinerie. Je t'aime pas, c'est ce que tu penses, so what? Mais jusqu'à la radinerie? Non, mais écoute, c'est pas être radin. C'est tout. Non, mais c'est parce que moi, je vais pas aller vivre dans mon auto, moi. Tu comprends? C'est comme, écoute, si je travaille dur. Je travaille très dur. OK? Et puis, comme je te dis, j'ai un enfant. Donc. Mais c'est une source de discorde, l'argent, parce que, bon, mais l'impression que ça donne, des fois, c'est que l'homme, enfin, j'entends ça de la bouche de plein d'hommes, tu donnes, et le jour où tu donnes moins, ou pour une raison ou une autre, tu ne peux pas donner, c'est comme si tu n'avais jamais donné. Non, et ça, c'est généralement... Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que la femme soit comme ça. Non, mais ça va. Et premièrement, ce n'est pas la femme qui est comme ça. Certaines femmes sont comme ça. Deuxièmement, il y a une autre affaire aussi que les Mais il y a une majorité. que vous faites comme erreur. C'est que vous avez toujours tendance à penser qu'il faut donner. Non, ce n'est pas question de donner. Vous n'avez pas à donner à quelqu'un. Si tu vis avec quelqu'un, que tu sois marié, conjoint, Tu prends tes responsabilités maritales. Oui, tu prends tes responsabilités maritales. Moi, j'ai toujours été inconfortable avec les gars qui pensent que parce que c'est ta copine et elle va au supermarché et puis soit la copine se retourne, elle regarde le gars pour qu'il paye la facture et puis soit le gars est vexé parce que tu lui demandes pas de payer la facture. Mais non, mais tu n'as aucune responsabilité par rapport à moi. Ce n'est pas à toi de faire ça. Donc, c'est parce que les gens ont une conception de l'argent qui est complètement fausse. L'argent, pour moi, c'est un moyen pour avoir des choses, atteindre un but. Ce n'est pas, l'argent n'est pas plus. Non, mais l'argent l'argent, c'est un pouvoir. Hein. Oui. C'est un pouvoir. Certaines fois. Oui, mais en même temps, c'est pas, contrairement à ce que les gens s'imaginent, c'est pas un pouvoir qui fait le bonheur. Mais tu sais que dernièrement, je pense cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a partagé quelque chose. Il y a un pasteur qui dit, c'est un créole qui dit, les femmes qui travaillent et qui n'amènent pas leur salaire à leur mari, elles vont aller en enfer. T'es pas sérieux. Dans quel évangile on dit ça? C'est pas Saint Jean, le Baptiste. Mais ce que veux-tu? Écoute, il y en a des gens qui pensent vraiment comme ça. Il y en a d'autres qui pensent, qui prennent la pression vraiment de penser que pour être une bonne femme, il faut que tu donnes à ton mari à gérer ton argent. S'il le gère bien, pourquoi pas? Mais Linda, pour conclure, là, pour clore l'émission, c'est que même si l'argent, comme je le disais tout à l'heure en riant, ne fait pas le bonheur, mais l'argent joue un rôle important dans les relations hommes-femmes, dans les couples, dans les... Oui, ça joue un rôle. L'argent est omniprésent. Et ça peut être une source de discorde. Exact. Mais tu sais, avant, un conseil qu'on m'avait donné, on m'avait dit, avant de te marier, il faut que tu sois au courant de la santé financière de ton futur mari ou de ta future femme. Ce n'est pas quand tu as fini de te marier avec cette personne que tu te rends compte que son crédit est 540. Ouais, mais il y a des gens, il y a des leurres aussi, il y a des gens qui leurrent. Non, mais écoute là, venez me voir. Mais avant d'aller dans les choses sérieuses, si la relation est, il faut poser les questions. Non, dès qu'on commence à aller dans les choses sérieuses, il faut commencer par chercher à savoir, voilà. Exactement, poser des questions. Comme les gens, des fois, ils ont peur de poser des questions. Ben, posez les questions parce que demain, c'est mieux que le gars, il se sauve maintenant ou que la fille se sauve maintenant qu'après que vous ayez des surprises. Parce que c'est pas drôle. En tout cas, Pierre-Michel, tu sais, c'est toujours un plaisir de passer ces quelques heures avec toi le vendredi. Toujours. Et c'est toujours, on est toujours pris de court, hein. Toujours. Et puis en plus, on n'a même pas eu notre vin là aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Le vin a disparu, mais enfin bref. Non, mais le vin n'est pas là. Je vois pas mon vin. Donc, il revient, le vin. Écoute, mais que veux-tu? Mais on s'est amusé quand même. Oh, mais non, c'était bien. Une discussion assez détendue, relax. De toute façon, c'est vendredi. On se le lâche loose. On prend ça cool. À la une sur la THM, votre chaîne. Ça a été un plaisir, Linda.
Moi aussi. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la 8e, on sera là et on vous a toujours promis, on vous le promet d'ailleurs, on met ça au présent, d'être toujours la télé à votre image. Vous voulez, quand vous voulez. Merci infiniment, mesdames, messieurs. Et si ça a été d'un intérêt pour vous, soyez avec nous à la 8e.